C'est le moment décisif, les chiffres à l'écran continuent de clignoter et ce trader chinois est sur le point de découvrir s'il a tout perdu sur une seule opération ou s'il a créé une richesse générationnelle. Le chiffre affiché à l'écran est de 120 millions de yuan. Il a gagné cette somme en 18 mois. Il avait commencé avec 50 000. Il s'appelle Fu Haitang. C'est un éleveur de porcs de la province du Shandong. Il a quitté l'école à 15 ans, il n'a pas de terminal Bloomberg, pas de modèle de risque, pas de fonds derrière lui. Ce qu'il a, c'est une berline chérie d'occasion, un cahier à spirale et un modèle pour le trading. Il lui a fallu 9 ans, 3 millions de yuan provenant d'autopersones et frôler la mort pour y parvenir. Il fait ça depuis 4 ans. 4 ans à lire, à étudier, à construire dans sa tête une théorie sur le fonctionnement réel des marchés de matières premières. Et sa théorie tient la route. Il en est sûr, en 1999, Fu Haitang prend 50 000 yuan les économies de sa famille, tout, et ouvre un compte de trading à terme. Il ne tient pas un an. C'est la décision qu'il prend la première semaine et qu'il ne rompt jamais. Quoi qu'il porte, il le porte seul. Sa femme ne saura pas à quel point c'est grave. Les enfants ne sauront rien du tout. Il rentre à la maison, il sourit, il passe la nourriture et il est un mari et un père. Et c'est à ça que sert un mari et un père. Le premier prêt est facile, les gens veulent t'aider. Le deuxième est plus difficile. Au 5e prêt, les gens ne servent plus le thé aussi vite qu'avant. Une telle dette ne reste pas consignée dans un registre. Elle influence la façon dont on te salue et les portes auxquelles tu n'oses plus frapper. En 2003, il a emprunté à 12%. En 2005, 24%. Il perd tout. À chaque fois, en 2008, Fu Haitang doit près de 3 millions de yuan à environ la moitié des personnes qu'il a connues dans sa vie. Et quelque part au cours de ces années, il l'a dit lui-même clairement. La façon dont un homme parle d'un endroit d'où il est à peine revenu, ça devient encore plus sombre que ça. Il qualifie le trading à terme d'activité inhumaine, un métier pour les démons. Et pourtant, il ne s'arrête pas, parce qu'il ne peut pas abandonner une question. La théorie est juste, il en est certain. Faites descendre un prix en dessous du coût de fabrication de quelque chose. Laissez-le à ce niveau assez longtemps et les producteurs abandonnent. L'offre s'effondre, le prix n'a d'autre choix que de remonter. La logique est implacable. Alors pourquoi perd-il? La 8e année, il comprend enfin. Il ne perd pas parce que la théorie est fausse, il perd parce que les données sont fausses. Les rapports gouvernementaux utilisés pour ces transactions ont toujours un retard d'une saison sur la réalité du terrain. Au moment où les chiffres confirment ce qu'il avait prédit, le marché a déjà évolué, l'argent a déjà été gagné. La vérité n'a jamais été dans un rapport. Elle est sur le terrain, dans le visage d'un agriculteur qui a décidé que cette année ne valait pas la peine de semer. Et cette vérité n'est accessible qu'à un seul type de personne. Le genre de personne qui se lève et vérifie par lui-même. À l'automne 2008, l'ail ne vaut plus rien. Le prix à la ferme est tombé à 7 centimes le jean. Il en coûte à un agriculteur plus d'1 yuan pour cultiver ce même jean. Il coûte plus cher de l'arracher de la terre que ce qu'ils peuvent en tirer à la vente. Alors ils ne l'arrachent pas. Ils le laissent pourrir. 3 millions de yuan appartenant à d'autres sur le dos. Presque plus d'argent pour l'essence. Il éteint ses écrans, monte dans la voiture et roule vers les champs. Il aura parcouru près de 40 000 km à travers les régions productrices d'ail une fois qu'il aura terminé. Avec son propre argent, il paie l'essence avec presque rien. Il a constaté que les plantations ont diminué d'1 tiers et que les rendements baissent aussi. L'approvisionnement de l'an prochain est presque divisé par 2, mais les chiffres officiels indiquent toujours que tout va bien. Les données ne reflètent pas encore ce qui pourrit dans les champs. Ce ne sera pas le cas avant toute une saison. Les investisseurs avisés voient les Nawalai bon marché et s'en désintéressent. L'ail bon marché reste bon marché selon les chiffres. Fu Haitang vient de traverser ces chiffres. Il sait qu'ils sont déjà faux. Le virus a été l'étincelle. Mais Fu Haitang a passé l'automne précédent à cartographier la poudre à canon. Le contrat atteint la limite maximale, ce qui signifie qu'il atteint l'augmentation de prix quotidienne maximale autorisée, et la bourse le fige à ce niveau, puis cela se reproduit le lendemain. Et encore, jour après jour, le prix frappe le plafond. Les acheteurs sont désespérés. Il n'y a aucune offre nulle part. Ils retirent ses profits par bloc. 6 millions de yuan empilés, bien réels. L'homme qui avait 3 millions de dettes, il y a 9 mois. Il ne fait pas ça. Il n'appelle pas les voisins à qui il avait emprunté.
Il ne sort pas dîner. Il ouvre le carnet à une page blanche. Il a déjà écrit un mot en haut. Coton. La prochaine transaction commence comme toutes les autres. Pas sur un écran, dans une conversation. Il ramène un membre de sa famille chez lui. Rien d'inhabituel, juste un service. 30 minutes sur la route de campagne. Quand l'homme mentionne en passant que la plantation de coton est en baisse cette année. Les agriculteurs passent au maïs. De meilleurs prix. Des villages entiers abandonnent tout simplement le coton. Fu Haitang ne dit pas grand-chose. Il garde l'information en tête. Sur le chemin du retour, il s'arrête dans une petite boutique de fournitures agricoles au bord de la route. Il demande à la femme derrière le comptoir comment se vend la toile de coton. Elle ne lève même pas les yeux de sa télévision. « C'est terrible, dit-elle. Personne ne plante de coton. » Il regarde ses étagères, pleines, intactes. Il sort sans rien acheter, remonte dans la voiture et reste assis un instant. Il part vers le sud, vers le pays du coton. Il constate que l'histoire racontée par Lei se répète à plus grande échelle. Les plantations ont baissé de près de 40%. Le coût pour cultiver une tonne de coton tourne autour de 13 000 yuans et le marché paie moins que cela. Les agriculteurs ne réduisent donc pas simplement leur production. Ils abandonnent complètement. Et de l'autre côté de l'équation, les filatures de textiles chinoises tournent jour et nuit, consommant plus de coton que presque n'importe quel autre pays au monde. La demande ne ralentit pas, l'offre disparaît, la pénurie arrive, il en est certain. Il prend une position longue sur le coton à la mi-2009 entièrement investi à 13 000 yuans la tonne, et c'est ici que le commerce de l'ail et celui du coton prennent des chemins différents. Parce qu'avec l'ail, il faisait face à un marché endormi qui n'avait tout simplement pas remarqué. Avec le coton, il se retrouve face au gouvernement chinois. La Chine détient la plus grande réserve de coton de la planète, des millions de tonnes stockées dans des entrepôts d'État, conservées précisément pour des situations comme celle-ci. Chaque fois que le prix commence à grimper trop haut, Pékin ouvre les portes et inonde le marché jusqu'à ce que le prix s'effondre. C'est la même stratégie depuis 20 ans et tous les traders professionnels du pays la connaissent. On n'achète pas du coton à la hausse, pas sérieusement. Pas quand le gouvernement le plus puissant du monde est là, avec un océan de coton prêt à noyer quiconque essaie. Chaque trader à qui il parle dit la même chose. Ne le fais pas, tu vas te faire massacrer. Il le fait quand même. Et le gouvernement fait exactement ce que tout le monde lui avait dit qu'il ferait. 200 000 tonnes de coton des réserves d'État déversées sur le marché en une seule fois. Il a fait le seul calcul que personne d'autre ne fait. Il a calculé la quantité réelle de coton dans ses entrepôts d'État, en croisant les données d'importation, les chiffres de production et les communiqués des 10 dernières années. C'est la réponse qui manque au marché. Les réserves sont importantes, mais elles sont limitées. Et chaque tonne que Pékin libère est une tonne qu'il ne pourra plus jamais libérer. Le gouvernement ne produit pas de coton. Il est en train d'épuiser les dernières réserves dans un pays dont les champs ont cessé de produire. Les réserves sont un mur. Il peut en voir l'autre côté. Juste avant le nouvel an chinois, quand le marché tourne en effectif réduit et que presque tous sont partis en vacances, alors qu'il vend encore et que sa position est toujours très déficitaire, Fu Haitang achète encore plus de coton. Il ne se contente pas de tenir bon, il n'attend pas, il contre-attaque l'État sur un marché presque vide, alors que tous les professionnels en Chine pensent qu'il a perdu la tête. En 2011, l'histoire s'est répandue sur tous les salles de marché en Chine. L'éleveur de porcs qui a transformé 50 000 en 120 millions. Il est invité à prendre la parole lors de conférences. Il y va, il explique exactement ce qu'il a fait. Pas de graphique, pas de modèle, juste un homme qui a parcouru 40 000 km et parlé aux agriculteurs. Et certaines personnes dans ces salles sourient, pas méchamment comme on sourit à quelque chose dont on s'est dit que ça n'avait pas vraiment sa place. Il voit les sourires, il ne dit rien, puis le marché se retourne contre lui. 2011 ne mène à rien. 2012 redonne un peu. 2013 en prend davantage. Et puis 2015 vient pour tout prendre. Il est massivement à l'achat sur le soja et le coton, comme il le fait toujours quand il est sûr de lui. Mais le marché baissier qui arrive n'est pas une baisse qu'il peut attendre patiemment. C'est le monde entier qui décide d'un coup qu'il a tort. Il perd 30 millions sur ses positions. Et il fait la seule chose qu'il avait passé toute sa carrière à voir détruire d'autres traders. Il essaie de tout regagner rapidement. Il prend des positions longues sur le minerai de fer et les barres d'armature. En colère, impatient de tout récupérer en un seul coup. Encore 20 millions envolés. À la fin de 2015, l'homme qui avait 120 millions n'en a plus que 15. Une baisse de 85%.
Presque tout ce qu'il avait construit en 9 ans de souffrance s'est presque volatilisé en 12 mois. Et voici ce qui rend cela pire que les années d'endettement. À l'époque, il n'était personne, il perdait dans l'ombre. Maintenant, c'est une légende. Toute l'industrie l'a vu gravir les échelons. Et maintenant, toute l'industrie le regarde tomber. Ceux qui lui souriaient en réunion l'affirment désormais ouvertement. Il a eu de la chance avec l'ail, de la chance avec le coton, et la chance finit toujours par tourner. Pour la première fois depuis qu'il est monté dans cette voiture en 2008, Fu Haitang doit se poser la question qui met fin à la carrière de la plupart des traders. Et s'ils avaient raison? Et si ça n'avait jamais été un système? Et s'il s'était menti à lui-même et à tout le monde, et que tout cela n'ait été qu'un coup de chance du début à la fin? Il ouvre le carnet et revient à la seule chose à laquelle il ait jamais fait confiance. Et ce que le carnet lui dit au fond de la pire année de sa vie est la chose la plus étrange. Ça lui dit d'être heureux, coke à 580 coton, charbon à 280, coton à 9600, ferraille à 1600. Chaque matière première majeure en Chine se négocie en dessous de son coût de production. Il a été dans des champs qui ressemblent à ça. Il sait exactement ce que cela signifie. Il téléphone à une salle d'investisseurs et leur annonce que le marché des matières premières est historiquement bas, une fois par génération. Ils esquissent ce sourire. En janvier 2016, Pékin fait exactement ce sur quoi il pariait depuis 2 ans, une réforme du côté de l'offre. Fermez les mines déficitaires, fermez les usines mourantes, réduisez la production qui saigne tout le pays. C'est la confirmation officielle de tout ce que les terrains lui disaient. Et cela allume la mèche de la période la plus extraordinaire de sa vie. Il démarre avec la farine de soja, prend ses bénéfices, puis les réinvestit dans le minerai de fer qui monte encore plus. Il prend ça et le réinvestit dans le coton dans le verre dans le caoutchouc, puis dans tout le complexe noir du charbon, du coke et de l'acier. Chaque victoire finance une mise encore plus grosse sur la suivante. 15 millions lui permettent de tenir une position qui en rapporte 30. 30 deviennent 80. 80 deviennent 200. La même boule de neige qu'il a ensevelie à la descente. Maintenant, elle roule dans l'autre sens, sans rien pour l'arrêter. À la fin de 2016, 12 mois plus tard, il était un homme ruiné et humilié, annonçant à une salle hilar que le pire était passé. Le compte de Fu Haitang détient environ 1 milliard de yuan, soit un rendement multiplié par 70 en une seule année. Avec son propre argent, chaque yuan risqué vient de sa poche. L'homme qui vient de réussir cela est un éleveur de porcs de 50 ans, originaire d'un village très pauvre, qui, il y a 8 ans, avait 3 millions de yuans de dettes et pensait mettre fin à ses jours. Les contrats à terme sur les pommes existent seulement depuis décembre 2017. Ils n'ont que 4 mois et sont les premiers jamais négociés dans le monde. Ils sont à 6000 yuans la tonne. Le consensus, c'est la surproduction. Trop de pommes, les prix vont baisser. Tous les modèles le disent. Les modèles n'ont pas simplement regardé une vidéo de fermier allumant des feux dans un verger à 2 h du matin pour protéger les fleurs d'une gelée qui n'était jamais censée arriver. Fu Haitang vérifie les données météorologiques pour le Shanxi, le Gansu et le Shanxi, le cœur du pays de la pomme en Chine. Un front froid a balayé les 3 provinces ce week-end-là, au moment précis où les arbres étaient en pleine floraison. La récolte de pommes de 2018 ne va pas seulement diminuer, elle va s'effondrer. Il s'enregistre à l'hôtel le plus proche, s'assoit à son bureau et passe la nuit à écrire le prix plafond de chaque contrat Apple sur la bourse de Zhengzhou, un par un, à la main, pour savoir exactement combien cela lui coûtera si chaque ordre est exécuté au prix maximum. Au matin, la page est remplie. Il entoure le total en bas, le regarde, pas une seule fois. Lundi matin, la séance d'enchères d'ouverture commence. Il place des ordres à la hausse sur chaque contrat Apple affiché, tout le compte, chaque yuan. Chaque ordre est exécuté. Les contrats à terme Apple passent de 6 000 yuans la tonne à 12 626. En un seul mois. Le volume d'échange sur ce seul contrat dépasse toute la récolte annuelle de pommes de la Chine. Chaque gestionnaire de fonds qui a modélisé la surproduction se retrouve du mauvais côté. Il clôture la position, ferme l'ordinateur portable. 3 transactions, 3 marchés complètement différents. La même méthode sous chacune d'elles, trouver ce qui est vendu en dessous de son coût de production. Attendre que les producteurs abandonnent. Être là, prêt, quand le prix n'a plus d'autre choix que de monter. Ce n'est plus une question de chance, c'est un système. Et un système est bien plus dangereux qu'un coup de chance. Chaque matin, il monte toujours dans la voiture, il conduit toujours.
Il parle toujours aux agriculteurs, il note toujours tout dans le même genre de carnet qu'il tient depuis 30 ans. Parce que la seule loi qui sous-tend tout cela n'a jamais changé. Un prix inférieur au coût de production ne peut pas rester ainsi éternellement. Il l'appelle Tiandao, la voie du ciel, la loi qui ne fléchit devant personne. Il a surpassé les meilleurs traders de Chine. Il a battu un gouvernement, il a surmonté 9 ans de dette et 1 an de ruine, et il est revenu à chaque fois. Quand on lui demande comment un homme avec seulement un diplôme de collège et une voiture d'occasion a réussi là où des salles remplies de titulaires d'un doctorat n'ont pas pu, il leur répond toujours la même chose. Je suis simplement allé voir.